le Sénégal offre tous les jours à nos militaires. No cabe duda, señor presidente, de que las buenas relaciones. Dans le domaine économique, le roi Felipe VI a salué la vision que le président Macky Sall a du Sénégal, une vision d'un pays d'avenir, un pays en pleine croissance, fermement décidé à se positionner à la tête du continent africain. Señor presidente, en el mundo interdependiente que nos toca vivir. La tenue du forum d'entreprise Espagne-Sénégal, ainsi que la présence de nombreux chefs d'entreprise ici aujourd'hui, montre clairement la volonté qu'ont nos chefs d'entreprise d'accompagner votre nation sur ce chemin de croissance et de progrès. À cet égard, nous partageons et nous soutenons également l'idée de la nécessité d'un cadre réglementaire transparent et prévisible, ainsi que celle d'institutions qui dynamisent et encouragent les investissements directs. Ahora que pronto cruzaremos. Le Sénégal et l'Espagne auront l'année prochaine un demi-siècle de compagnonnage riche en partenariats et en accords, des relations cordiales qui, au fil du temps, ont gagné en ampleur et en intensité. Nous sommes heureux d'être au pays de Cortés et de Cervantes. Je vous remercie de votre accueil chaleureux, à l'image de l'hospitalité généreuse que mes compatriotes ont toujours trouvée ici. J'ai évoqué les liens de fidélité et d'estime, de confiance et de vitalité entre nos deux pays. Fidélité et estime parce que nos relations s'inscrivent dans la durée. Confiance et fidélité et vitalité parce que nos relations épousent la dynamique de notre temps et couvrent des sujets variés et d'intérêt commun. En témoigne le partenariat que nous développons ces dernières années dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de la paix, et notamment la formation et l'équipement militaire. Les deux hommes ont exprimé leur volonté de redynamiser leur coopération en portant un accent en particulier sur le domaine de la sécurité, des mines, de l'énergie, des transports et de l'habitat, pour ne citer que cela. Ces secteurs, Majesté, constituent les piliers du plan Sénégal émergent, notre nouvelle stratégie de développement économique et social. L'Espagne et ses entreprises, dont certaines opèrent déjà chez nous, ont toute leur place dans la réalisation des projets du plan Sénégal émergent. Majesté, me fondant sur le chemin déjà parcouru ensemble et sur nos valeurs partagées de paix, de liberté et de démocratie, j'ai foi dans l'avenir encore plus radieux des relations hispano-sénégalaises. Pour ce qui est de la migration, les deux pays ont mis en place un modèle de collaboration qui a permis de mettre un terme aux traversées vers les îles Canaries sur des embarcations de fortune et de mettre un frein à ce drame que sont les pertes en vie humaine. Avant le déjeuner officiel, le président Macky Sall, qui est le premier chef d'État africain à être reçu par Sa Majesté le roi Felipe VI, a eu un entretien avec ce dernier. Le président Macky Sall a également eu un tête-à-tête avec le président du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy. L'Espagne va s'engager en faveur de la voie du progrès que le Sénégal a choisi de suivre. Le président de la République est donc arrivé hier à Madrid, en Espagne. Le chef de l'État a accordé des audiences à des hommes d'affaires espagnols qui veulent s'installer au Sénégal et investir dans les secteurs de l'énergie, des finances, de l'aéronautique ou l'énergie éolienne. Ils ont également parlé avec le président Sall d'un projet d'installation d'un guichet unique portuaire radical. Au Sénégal, le président Macky Sall, en visite officielle à Madrid, a reçu le directeur général de Portel Telematros, une société qui a un projet de guichet unique portuaire pour le Sénégal. On a
et on a présenté, Monsieur le Président, la possibilité de faire une étude initiale pour l'implantation de guichets uniques au commerce extérieur et qu'on peut profiter les pays de tous les avantages de la dématérialisation de toutes les procédures douanières et du commerce extérieur. Donc on a été très bien reçus et Monsieur Son Excellence le Président, on a été très ouvert à notre proposition. Donc je suis vraiment content de ces rendez-vous, de ces rencontres. Une société de réparation et d'approvisionnement en pièces aéronautiques à l'aéroport international de Diass verra bientôt le jour. Le projet a été présenté à Macky Sall. On lui a communiqué notre projet d'établir l'entreprise espagnole à Sénégal. On fait les maintenances d'avions et on veut aller à Dakar faire la maintenance là. On pense que Dakar est un lieu parfait pour les combattre en un hub aérien. Santander, une banque espagnole, actionnaire du groupe CBAO Attijari Wafa Bank, est une banque présente dans 14 pays africains, dont le Sénégal. Son directeur général est venu présenter au chef de l'État un projet d'appui aux entreprises espagnoles qui investissent au Sénégal et en Afrique en général. Elle offre des produits et services comme l'émission de garantie internationale avec le groupe Santander ou encore l'ouverture de comptes au niveau local aux clients du groupe par Attijari Wafa Bank CBAO au Sénégal. La Banque Santander devait être contactée par les entreprises espagnoles qui soumissionnent. Si le projet est viable et intéressant, et si la compagnie espagnole qui soumissionne, ou bien la compagnie étrangère qui soit client de la Banque Santander soumissionne et gagne le projet, on pourra bien sûr faire l'étude, l'analyse du crédit, etc., avec une formule peut-être crédit acheteur à long terme. C'est ça l'idée, avec l'assurance d'une compagnie, d'une agence de crédit à l'export aussi. Vestas, une société espagnole leader dans l'énergie éolienne, est intéressée par le projet éolien de Taïba Ndiaye, un projet de production de 151 MW en 3 phases d'environ 50 MW chacune. Et on a parlé de notre projet de ferme éolienne de 150 MW que notre société, sur laquelle notre société travaille depuis 2007. Donc on a l'idée d'installer cette ferme éolienne à partir de 2015, de la moitié 2015, pour que la première tranche puisse être inaugurée par le président début mi-2016. L'endroit c'est Taïba, en fait, au nord de Dakar. Et c'est un endroit qui est très très bien pour une ferme éolienne, en fait un site assez exceptionnel qui permettra de produire 50 MW d'électricité avec la première phase du projet, ce qui permettra à la fin du projet d'économiser pour votre pays plus de 50 millions d'euros d'importation de pétrole. Ça permettra également de créer des emplois stables. Sur la phase de construction du projet, on pense à 300 personnes qui seront employées pour la construction et ensuite dans la phase d'opération du projet qui va durer 20 ans, il y aura des emplois stables pour les techniciens qui vont être formés pour l'entretien des machines. Les hommes d'affaires espagnols viennent nombreux taper à la porte du Sénégal, pays qu'ils qualifient de stable où règne la paix, la sécurité et la démocratie. Et puis Isolux Corsan, une entreprise de construction de routes, va livrer les routes Ziguinchor-Tanaf, Kolda, Tanaf et le pont de Kolda l'année prochaine. L'assurance a été donnée par son directeur général Enrique Barrero, qui a été également reçu par le président Macky Sall en visite officielle à Madrid. Nous l'écoutons. Des chantiers que nous sommes en train de construire au Sénégal. À ce moment-là, nous sommes en train de construire trois chantiers en Sénégal, au sud du Sénégal. Le projet est bien. Nous avons été retenus pour la construction de trois chantiers. Le premier chantier est les tronçons des routes qui va de Ziguinchor à Tanaf. Il s'agit d'une route de 116 km et qui a un budget de 72 millions d'euros.
Le deuxième chantier que nous sommes en train de travailler est la route de Tanafa Kolda. Il s'agit d'un tronçon qui a une mesure de 72 km et qui a un budget de 35 millions d'euros. Et finalement, nous sommes en train de construire le pont de Kolda qui a un budget de 100 millions d'euros. Alors, nous avons la prévision de finir ces travaux pendant l'année prochaine, pendant l'année 2015, et nous sommes en train de travailler très vite et avec beaucoup d'intérêt pour bien finir les travaux. Les visas d'entrée au Sénégal pour nos compatriotes qui ont 2 nationalités sont supprimés. La mesure a été annoncée par le chef de l'État aux Sénégalais vivant en Espagne. Les Sénégalais établis dans ce pays ont pour leur part reçu 100 millions de francs CFA pour le financement de leur projet radical. Au premier jour de sa visite à Madrid, le président Macky Sall a rencontré pour la première fois, depuis qu'il est élu président de la République, les Sénégalais vivant en Espagne, des moments forts de retrouvailles avec cette communauté sénégalaise qui lui avait apporté son soutien quand il était dans l'opposition. Les Sénégalais vivant en Espagne disent soutenir le président Macky Sall dans sa mission qui est celle de développer le Sénégal. Ils ont également approuvé les actes sociaux que le président de la République est en train de poser. 2 ans et demi à la tête de notre pays, le Sénégal. Son Excellence M. Macky Sall a adopté des mesures urgentes, innovantes, efficaces, qui s'imposaient impérativement pour redresser la situation socio-économique du Sénégal. Excellence, Monsieur le Président, vous avez pu en ce laps de temps réveiller l'espoir, le yakar, qui est même un credo de votre parti, au niveau de toutes les composantes de notre société. Avec vous, Excellence, les jeunes qui étaient condamnés au chômage, à vivre. Avec vous, les enfants, les femmes, les personnes du 3e âge, qui étaient condamnés à vivre dans la pauvreté et la précarité et le désespoir, ont repris goût à la vie grâce à votre vision politique, doublée d'un leadership éclairé parce que hautement républicain. Ce travail remarquable en un temps record fut salué dans tous les coins de la terre par l'ensemble des Sénégalais d'abord, des partenaires au développement, des organisations des droits humains et de la société civile ensuite. La diaspora, dans toutes ses composantes, a la conviction que vous êtes bel et bien l'homme de la situation. La rencontre a permis à la communauté sénégalaise vivant en Espagne de parler de certaines de leurs préoccupations qui ont pour nom les questions liées à la migration occasionnée par la crise en Europe, faciliter le retour des compatriotes, l'accès à la terre et la réinsertion des Sénégalais à leur retour au bercail, pour ne citer que celle-là. Et comme vous le savez, aujourd'hui l'Espagne fait face à une crise des plus aiguës en Europe. Et cette crise également a des répercussions dans la vie quotidienne de nos compatriotes. Beaucoup de compatriotes sénégalais qui avaient déjà les papiers réglés, pour le fait de la crise, pour avoir perdu leur emploi, sont dans une situation de précarité absolue. Donc, parce que tout simplement, ils ont perdu les papiers. L'autre problème que nous soulignons, aussi lié à notre vie quotidienne en Espagne, comme vous le savez, 80% de nos compatriotes se consacrent au commerce ambulant. Et aujourd'hui aussi, je crois que ce commerce qui fait vivre beaucoup de nos compatriotes ici en Espagne et qui fait vivre aussi les familles au Sénégal sont confrontés à une persécution régulière et quotidienne de la police qui les empêche effectivement de vendre. L'autre problème que nous soulignons et que nous voudrons souligner aussi, et qui est un problème aigu, c'est le problème des rapatriements de nos compatriotes. Les visas d'entrée pour les Sénégalais vivant à l'extérieur et ayant des nationalités autres que sénégalaises étaient une préoccupation pour les Sénégalais d'Espagne.
Aussitôt le problème posé au président Macky Sall, ce dernier a instruit sur place son ministre de l'Intérieur pour qu'il supprime ce visa pour les Sénégalais détenteurs de carte nationale d'identité ou de passeport sénégalais. Le ministre de l'Intérieur me donne le message: suspension de paiement de visa à tout Sénégalais présentant un passeport sénégalais ou une carte nationale d'identité accompagnant ce document. À compter du 15 décembre 2014. Voilà. Donc, Johnny. Merci beaucoup, Monsieur le ministre de l'Intérieur, pour votre diligence. Décision bien accueillie par l'assistance. À la demande de la jeune Awa Cheikh au président Macky Sall de faciliter l'organisation de colonies de vacances au Sénégal pour les enfants des Sénégalais vivant en Espagne, le président Macky Sall dira que lorsqu'ils atteindront l'âge de la maturité, ils pourront revenir au Sénégal et s'y épanouir parce qu'ils vont trouver un Sénégal émergent, prospère, solidaire et bâti dans un état de droit. C'est son souhait le plus ardent. Et pour ce qui est de la colonie de vacances, les possibilités seront étudiées. Les femmes sénégalaises vivant en Espagne à travers le FES avaient reçu 100 millions pour le financement de leur projet. Le président Macky Sall leur a annoncé l'octroi d'un autre financement de 100 millions pour permettre à d'autres femmes de pouvoir financer des activités génératrices de revenus. Ce sont là, mesdames et messieurs, les quelques temps forts de la visite officielle du président Macky Sall en Espagne avec notre envoyé spécial Hadi Khan. La mutualisation des forces est impérative pour faire face aux menaces terroristes en Afrique, conviction partagée par les participants au sommet sur la paix et la sécurité ouvert ce matin à Dakar. Le Sénégal propose pour sa part le respect des principes démocratiques pour prévenir les conflits. Alioune Badara Khan. L'union fait la force. Cela pourrait être le mot d'ordre de ce forum de Dakar sur la paix et la sécurité. Tous les intervenants semblent se passer le mot. Pour vaincre les menaces terroristes, les différents états-majors doivent mutualiser leurs forces. Dakar doit donc sonner le déclic de cette nouvelle stratégie globale. Si les terroristes se jouent des frontières de la région sahélo-saharienne, du fait des contraintes géographiques que nous connaissons, alors pour les combattre, nous nous devons de réviser les paradigmes strictement nationaux qui définissent notre approche de la sécurité. C'est tout le sens du processus de Nouakchott pour le renforcement de la coopération sécuritaire et l'opérationnalisation de l'APSA, dont la région sahélo-saharienne, initiée par l'Union africaine depuis mars 2013. De faire de la coopération la règle et non plus l'exception. L'enseignement que nous retirons des opérations Serval et Sangaris, mais aussi de nos engagements dans les missions onusiennes et européennes déployées en Afrique est simple. Une gestion strictement nationale des enjeux de sécurité est désormais une illusion. La menace terroriste n'a pas de frontières. Pays hôte de ce forum, le Sénégal sort de sa boîte secrète une arme redoutable contre les différentes menaces. Cette arme s'appelle l'état de droit. Pour le Sénégal, le respect des principes démocratiques permet de prévenir efficacement les crises qui secouent le continent. Le meilleur remède aux crises en Afrique consiste sans nul doute à les prévenir, en agissant aussi sur leurs causes profondes qui sont liées notamment à la pauvreté, à la faim, aux inégalités sociales, à la mauvaise gouvernance, aux violations des droits de l'homme, aux difficultés liées à la dévolution du pouvoir politique, à l'impunité, au sentiment de marginalisation qui favorise le repli identitaire ou irrédentiste. Fort heureusement, les différents ateliers et les sous-points que vous aurez à aborder sont autant d'occasions pour approfondir la réflexion sur tous ces défis. En 2013, à Paris, le Sénégal avait émis le vœu d'organiser ce sommet. En un an, le pari est tenu. Avec tous ces stratèges présents à Dakar, une grande offensive à l'échelle continentale se dessine pour faire régner la paix, condition sine qua non pour prétendre à l'émergence économique.
Ce sommet de Dakar rassemble plusieurs pays. En marge de la cérémonie officielle, notre reporter Seydina Lunfal a recueilli la réaction des participants. Voici quelques extraits. Cette insécurité qui empêche nos États d'avancer est une préoccupation majeure à tous nos États. Ce forum est venu à point nommé. Vraiment, on attend à la sortie de ces forums des recommandations pertinentes qui vont nous aider dans cette lutte pour stabiliser nos États et nos pays. Vous avez vu comment il y a le feu un peu partout sur le continent, dans notre sous-région, au Mali, qui est une des plus graves crises que l'Afrique ait connue, en tout cas que l'Afrique de l'Ouest ait connue. La Centrafrique, la Somalie, dans la région des Grands Lacs, les RD Congo, etc. Ça et là sur le continent, les peuples africains sont éprouvés par des conflits. Et ces conflits sont nés des graves manquements à la gouvernance le plus souvent. Il est donc bon, judicieux, que les Africains se retrouvent, ceux qui sont en fonction comme ceux qui ne sont plus, les chercheurs, ceux qui réfléchissent sur le présent et l'avenir du continent se retrouvent pour discuter et qu'ensemble on dégage des pistes. Et vous l'avez vu tout à l'heure, entendu dans les différentes interventions, que tout le monde parle de vision commune en Afrique, moyens communs, solutions communes, pour d'abord au niveau national, au niveau bilatéral, après au niveau sous-régional et au niveau global, avoir la même approche par rapport à toutes ces menaces qui pèsent sur nous, que ce soit des menaces terroristes, que ce soit des menaces sur le narcotrafic, que ce soit toutes sortes de trafics et de menaces qui pèsent, que ce soit même des menaces sanitaires comme l'Ebola, qu'on puisse apporter d'abord une réponse africaine, mais aussi au-delà de l'Afrique, apporter une réponse avec nos partenaires. Nous nous retrouvons dans un forum international avec près de 300 participants et c'est en cela que cela est intéressant, de faire en sorte que certaines stratégies dites locales puissent nous servir, je dirais, d'indicateurs pour pouvoir surmonter certaines crises et mettre en place une stratégie collective, parce qu'aujourd'hui, nul n'est à l'abri des crises. Et aujourd'hui, les principaux acteurs sont transnationaux. Et c'est pour cela qu'il faut se mettre ensemble pour trouver des stratégies collectives afin de juguler ces crises et prévenir surtout les conflits. Ne pas attendre l'année des élections pour mettre en place des stratégies pour pouvoir prévenir les conflits. Non. La date du 29 décembre a été retenue pour le démarrage officiel de la campagne arachidière 2014-2015. La déclaration est du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, le Dr Papa Abdoulaye Seck, rencontré cet après-midi les producteurs et opérateurs économiques. Les détails avec Mansour Sow. Du beurre agricole a servi de cadre d'expression au ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Dr Papa Abdoulaye Seck est revenu sur le démarrage officiel de la campagne arachidière 2014-2015. Nous comptons ouvrir officiellement la campagne de commercialisation le 29 de ce mois. Et toutes les dispositions seront prises pour que nous puissions démarrer dans d'excellentes conditions cette campagne de commercialisation au bénéfice des opérateurs privés, au bénéfice des organisations professionnelles, au bénéfice du secteur privé, bref, au bénéfice de tous les acteurs intervenant au niveau des chaînes de valeur. Cette année encore, l'État a pris les devants. Toutes les dispositions ont été prises pour un bon déroulement de cette campagne. La première décision, c'est la mise en place d'un fonds de commercialisation avec un taux bonifié de 6% contre 13%. Ce fonds de commercialisation doit permettre d'acheter 50 000 tonnes de semences. Mais l'originalité qu'on a apportée cette année, c'est que les 50 000 tonnes
de semences seront composés de semences écrémées et de semences certifiées. 50% pour les semences certifiées, 50% pour les semences écrémées. Entre autres questions soulevées au cours de cette rencontre, l'ouverture du marché aux Chinois et le protocole d'accord avec les huiliers. On ne peut pas parler d'une subvention directe qui aurait consisté en début d'exercice de dire quel est le différentiel du moment et de verser aux huiliers le montant correspondant. Nous avons opté pour un bilan de campagne. Ce qui veut dire que si par extraordinaire, les prix internationaux sont à 200 francs, auquel cas, on aura 0 francs à verser aux huiliers. Par contre, si on avait fixé tout de suite, ici et maintenant, le prix de référence en disant que c'est 130, on aurait versé directement aux huiliers le montant correspondant. Nous sommes allés en Chine et les Chinois ont estimé que nos réponses sont très satisfaisantes. Et nous avons signé un protocole. Par souci d'efficience et d'efficacité, le ministre va personnellement effectuer des tournées dans le bassin arachidier et dans le sud du pays. Outre cette mesure, des rencontres mensuelles avec les acteurs du secteur sont inscrites dans son agenda. Le projet de budget 2015 du ministère du Renouveau urbain, de l'habitat et du cadre de vie s'élève à la somme de 31 milliards, soit une hausse de quelques 21 milliards. Au cours des débats, les députés sont revenus sur l'habitat social, mais également sur le rôle de la SNHLM et de la SICAP, la synthèse de Mme Fatou Fati. Lors du vote du budget du ministère du Renouveau urbain, de l'habitat et du cadre de vie, les députés ont interpellé le ministre Diène Farba Sarr sur la vétusté des bâtiments à usage d'habitation à Diourbel et la politique d'habitat dévolue à la société SNHLM, non sans oublier la problématique des lotissements confiés aux municipalités. Dans sa réponse, le ministre a rappelé que dans le plan Sénégal émergent, l'habitat social occupe une place importante. Sur ce point, le ministre Diène Farba Sarr a fait savoir que des sites ont été choisis pour la construction des logements à Diamniadio et Lac-Rose. Sur ce même registre, le ministre a laissé entendre que depuis 9 ans, la SNHLM et la SICAP n'ont pas bénéficié de terrain pour construire, mais aujourd'hui, l'État a décidé de leur offrir du foncier. Ainsi, la SNHLM va construire 3400 logements sociaux, de même que la SICAP avec 2500 logements à Tchiki. Toutefois, Dakar ne sera pas la seule région à bénéficier de ces logements sociaux. De l'avis du ministre, ce programme couvre toute l'étendue du territoire. Les députés ont voté à l'unanimité le projet du budget 2015 du ministère arrêté à la somme de 31 milliards 603 millions, soit une hausse de 21 milliards 607 millions. L'OFNAC ouvre la réflexion sur le développement des meilleures pratiques d'investigation et de poursuite des crimes financiers et le blanchiment d'argent. L'Office national de lutte contre la fraude et la corruption a ouvert ce matin un atelier de 3 jours sur ces questions de l'heure. Jeanne Dior. Le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la criminalité financière, tels sont les exercices pratiques qui seront soumis aux différents participants à cet atelier. Cette rencontre permettra de renforcer la bonne gouvernance et de consolider les acquis dans la lutte contre la corruption. L'importance de ce thème central s'apprécie mieux à travers les différents sous-thèmes qui feront l'objet d'échanges au cours de ces 4 jours. Il s'agit des procédures d'enquête dans les affaires de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, du déroulement des enquêtes dans le cas de fraude fiscale, y compris celle à l'échelle internationale, du recouvrement sur le plan international des avoirs obtenus à la suite de la commission de crimes de quelque nature qu'il soit, enfin de la nécessité d'une création d'un corps spécialisé. Ces travaux seront bénéfiques à l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. Pour la présidente, le Sénégal s'est engagé à lutter contre toute pratique illicite et des actes sont posés dans ce sens. La déclaration de patrimoine, nous avons démarré. Il y a de petits problèmes et je pense qu'on va les lever. Mais nous, on s'en tient à la loi. La loi est très claire sur ce qu'il faut déclarer, comment il faut déclarer, où il faut déclarer. Et c'est l'OFNAC qui est chargé de recevoir et de contrôler les déclarations de patrimoine.
et nous exercerons cette prérogative conformément à la loi. Vous savez, l'OFNAC a une prérogative extrêmement importante. C'est la prérogative de recevoir les plaintes des citoyens, les plaintes des usagers du service public, qu'il s'agisse d'usages citoyens ou entreprises. Cet atelier financé par le Bureau de lutte contre le terrorisme du département américain souligne l'importance capitale de la coopération internationale dans la lutte contre la corruption. Et puis cet atelier national de validation du projet d'assistance technique sur les normes SPS qui a été organisé par le ministère de la Pêche en partenariat avec l'ONUDI. L'objectif du projet est de faciliter l'accès des produits de la pêche artisanale aux marchés internationaux. Pour faciliter la mise en œuvre de ce projet, la somme d'$1 million a été déboursée. Aïssatou Dioptal. L'objectif de cet atelier de validation est d'informer les parties prenantes de la décision de financement du projet par le STDF, également de discuter et de s'accorder sur la structure du projet ainsi que sur les activités et les principes d'implantation. Il s'agit d'un atelier de validation du dit projet. Et en fait, par là, nous avons voulu présenter le projet aux bénéficiaires pour discuter de sa structure et essayer éventuellement, s'il y a des observations, à les intégrer avant la mise en œuvre de ce projet. La pêche constitue un élément essentiel à la croissance économique, la sécurité alimentaire et la création d'emplois productifs en Afrique de l'Ouest et notamment au Sénégal. Environ 10% de la population active d'Afrique de l'Ouest est employée dans le secteur de la pêche, la majorité dans le sous-secteur de la pêche artisanale, alors que plus de $2 milliards américains de produits de la pêche sont produits. Au cours de ces 10 dernières années, l'État du Sénégal s'est lancé dans une dynamique de modernisation des conditions de manutention, de traitement et de conservation des produits de la pêche. Cette modernisation, démarrée par la mise aux normes de 8 quais de débarquement, sera étendue aux pirogues et leurs contenants utilisés à bord. L'accord SPS permet aux pays membres de l'OMC d'établir leurs propres normes qui doivent servir à protéger la santé et la vie des personnes et des animaux et à préserver les végétaux. Ces normes, des pays doivent éviter de prendre des mesures arbitraires et injustifiées qui avantageraient leurs économies. Ces normes SPS doivent être fondées sur des données scientifiques et les règlements internationaux. Le projet d'assistance technique sur les normes SPS est partagé par 4 pays, le Sénégal, la Guinée, la Mauritanie et la Côte d'Ivoire. Il va adopter une approche innovatrice au niveau de son implémentation, selon les acteurs. La lutte contre l'exposition aux rayons ionisants dans les lieux de travail est lancée. Le phénomène inquiète d'autant qu'il peut occasionner le cancer et la destruction des ADN chez l'homme. L'AIA, l'Agence internationale de l'énergie atomique et l'autorité de radioprotection et de sûreté nucléaire sont en conclave à Dakar. Au Sénégal, plus de 300 sources de rayonnement ionisant sont enregistrées. Ibrahima Pabidjedjou. Cet atelier vise à sensibiliser mais aussi harmoniser les efforts pour lutter contre les effets néfastes des rayonnements ionisants. Au Sénégal, plus de 300 sources de rayonnement sont enregistrées. Parmi elles, les hôpitaux, les laboratoires, les industries minières, dans les travaux routiers, entre autres. Dans ces différents endroits, on note l'utilisation de ces substances dont les conséquences sont néfastes. Des études scientifiques ont montré que ces rayonnements ionisants ont une énergie tellement importante que quand ils rentrent dans le corps humain, ils peuvent détruire ce qu'on appelle l'ADN. Et quand l'ADN est détruit, ça peut aboutir à ce qu'on appelle donc un cancer si la réparation ne se fait pas bien. Pour éviter le maximum d'exposition, la sensibilisation et la conjugaison des efforts restent capitales. Cet atelier est extrêmement important. Cela permet en tout cas d'informer les utilisateurs, de les former et également de les informer sur le cadre législatif et réglementaire. Afin d'éviter toute exposition, les acteurs envisagent d'accompagner les responsables d'entreprise. Aussi, faudrait-il que ces derniers se conforment aux normes.
à se conformer naturellement à la législation nationale en rendant cette utilisation sûre et sans contrainte majeure pour la santé. Pour l'AIEA et ses partenaires sénégalais, cette question doit préoccuper tous les acteurs. Le Sénégal cherche à introduire le vaccin contre le papillomavirus humain, plus connu sous le nom de HPV. Il s'agit du germe responsable de nombreux cancers du col de l'utérus. Une phase test a démarré à Yoff et Mékhé. Si elle est concluante, l'expérience sera élargie. Les filles ciblées sont âgées de 9 ans. Il s'agit d'agir vite avant l'âge de la sexualité active, source d'infection au Martiaroua. Le lancement de cette phase test de vaccination contre le papillomavirus humain suscite beaucoup d'espoir chez ces fillettes et chez leurs parents, les mères notamment qui n'ont pas eu cette chance. HPV, c'est démontré, est à l'origine de plusieurs cancers du col de l'utérus. Le cancer du col de l'utérus représente le premier cancer de la femme dans les pays en développement. En 2012, il y a 2 ans, dans la région africaine de l'OMS, on estimait à 92 400 le nombre de nouveaux cas de cancer du col. Il y a 56 600 le nombre de décès. Il y a celles qui sont stoïques et imperturbables et toutes ces autres qui se laissent aller. L'essentiel est de se prémunir d'un mal sournois qui se manifeste bien après le temps joyeux des cours de récré. Yoff et Mékhé ont été choisis comme site test avant un passage à l'échelle attendue. On aura à vacciner presque 2312 filles. Ceci est extrêmement important. C'est un vaccin qui est très onéreux. Je veux dire ici un vaccin très cher. Les HPV oncogènes sont transmis sexuellement. Les contaminations étant de plus en plus précoces, autant se faire immuniser tôt. Nous disposons actuellement d'un vaccin qui est efficace quand il est administré aux enfants avant le début de l'activité sexuelle. Les autorités sanitaires, administratives et municipales, ainsi que les partenaires, ont exhorté les populations à faciliter les opérations et à adhérer à la démarche. Les imams ont ajouté leur voix à ce plaidoyer. Les santé ak jàngal leen ak yar leen teg leen ci yoonu njub loolu waajur yi la war yar boobu nag ak njàng mi lépp mu ngi reposer ci santé wér-gu-yaram. En matière de prévention du cancer du col de l'utérus, une avancée significative a été faite avec l'arrivée des vaccins anti-HPV, même s'il est difficile d'avoir un antigène efficace sur tous les génotypes. Il s'agit d'une réelle opportunité de minimiser les risques de développer plus tard une maladie qui en Afrique trouve un terreau fertile. En Australie, un homme armé retient plusieurs personnes dans un café de Sydney. Il affirmait avoir placé 4 bombes, 2 à l'intérieur, 2 à l'extérieur. Angoisse avant de retrouver enfin la liberté. Cette serveuse fait partie des premiers otages à avoir quitté le bâtiment. Comme elle, plusieurs autres clients et employés du café ont été pris en charge par la police. Tous devront raconter avec précision ce qu'ils ont vécu. Chaque détail compte. Les négociateurs cherchent à dresser le profil du preneur d'otages. Le système de négociation que nous utilisons est extrêmement bien rodé. Il est mondialement reconnu. Ça pourra encore prendre du temps, mais c'est la sécurité des personnes à l'intérieur qui prime. À l'intérieur du café, justement, le calvaire se poursuit. D'après les médias australiens, une trentaine de personnes se trouvent dans l'établissement. Cet employé est arrivé juste après le début de la prise d'otage. Il raconte. Tout le monde était assis par terre et la porte était fermée, ce qui est très bizarre car la porte n'est jamais fermée. Et il y avait un gars qui leur tournait autour, il avait un chapeau et une barbe. Et puis la police est arrivée à boucler toute la zone et à ce moment-là, tous les gens à l'intérieur ont levé leurs mains contre les fenêtres. D'autres témoins ont également dit avoir entendu de fortes détonations qui ressemblaient à des coups de feu. Mais c'est surtout ce drapeau noir qui inquiète. Plusieurs otages ont été obligés de le brandir. Sur ce drapeau, la Shahada, la profession de foi musulmane. Il n'y a de Dieu qu'Allah et Mahomet est son prophète. Les autorités australiennes craignent une attaque djihadiste sans preuve pour le moment. Je peux confirmer qu'on a un auteur armé dans l'établissement qui retient un nombre indéterminé d'otages dans le quartier de Martin Place. Nous allons continuer de sécuriser le périmètre
et faire tout notre possible pour que l'issue soit pacifique. Le quartier de Martin Place, où a lieu la prise d'otages, est le centre financier de Sydney. De nombreuses administrations ainsi que le siège de la Banque centrale s'y trouvent également. Le Premier ministre, Tony Abbott, a annoncé une réunion d'urgence avec la Commission nationale de sécurité de son gouvernement. Par précaution, le célèbre opéra de Sydney a également été évacué après la découverte d'un colis suspect. Le consulat des États-Unis aussi. Tous les transports en commun ont été suspendus. L'information nous est parvenue il y a un instant. La prise d'otage dans ce café de Sydney a pris fin après l'assaut de la police australienne. 3 personnes sont mortes, dont l'homme armé qui s'était retranché avec 17 otages et 4 autres ont été blessés selon la police. La RTS prépare activement la 23e édition de la FIDAC. Ce matin, une délégation de la télévision nationale était sur place au CICES pour régler les détails techniques. Cette année encore, le Centre international du commerce extérieur du Sénégal a fait confiance à l'expertise de la radio-télévision sénégalaise pour la couverture des grands événements. Hamidou Diop. Le briefing entre responsables de la RTS et du CICES, dernier réglage avant le jour J. Pour cette 23e édition, la couverture médiatique de la Foire internationale de Dakar est confiée à la RTS. Nous sommes dans l'événementiel et qui dit événementiel dit aussi couverture médiatique. Et c'est un grand plaisir vraiment de compter la RTS dans le paysage médiatique du moment, donc de l'événement. Donc la RTS est un média officiel, national. Et elle a toujours effectué le travail avec compétence et nous avons toujours eu la satisfaction avec cet organe-là. Une visite des installations est déjà menée et un repérage des lieux avant le grand déploiement. Cette année, la RTS n'a pas osé lésiner sur les moyens. Des journaux en direct pour la télé et la radio sont prévus et certaines émissions auront pour cadre le CICES pendant la durée de la foire. La RTS est fin prête. Ça fait 23 ans qu'on accompagne le CICES. Le CICES est un partenaire important pour nous. C'est un partenaire historique pour la RTS. Donc cette année, on est un repérage. C'est une mission donc de préparation, d'anticipation pour que tout se passe très bien durant cette FIDAC, qui est un événement majeur, un événement très important. Il y aura des émissions en direct, un plateau télé et un plateau radio. Beaucoup de nos émissions qui se faisaient depuis le Triangle du Sud se feront ici, durant toute la FIDAC, que ce soit la télé, la radio. Il y a aussi le site internet qui sera mis à contribution. Donc il y aura énormément d'innovations cette année. Le CICES et la RTS se font mutuellement confiance. Depuis 20 ans, cette complicité perdure et les résultats sont toujours satisfaisants. 5 décennies, des catholiques sénégalais se rendent sur les lieux saints de la chrétienté, Jérusalem, Rome ou Lourdes. 50 ans de pèlerinage célébrés au cours d'un jubilé sous le thème de la famille. Sacha Robin. Sanctuaire Marial, Notre-Dame de la Délivrance de Copenhague. Plus de 250 pèlerins se sont réunis ce dimanche. Une réunion festive autour du thème de la Sainte Famille. Des familles qui ont soufflé les 50 du comité interdiocésain pour le pèlerinage catholique. Tout le monde sait que le pèlerinage jubilaire, ce sont comme les noces d'or dans un couple. Quand on a vécu 50 ans, dans l'évangile, ils disent que le pardon est donné. Les esclaves sont libérés et les dettes sont effacées. La 9e édition du pèlerinage des familles a célébré le jubilé d'or du Saint-Pec. La grand-messe s'est achevée par l'adoration du Saint-Sacrement, puis par la consécration des familles et des pèlerins à la Vierge Marie. Des prix ont été décernés aux mariés de longue durée, une façon de fêter la famille. On a fêté nos noces d'or il y a quelques mois, et comme il y a la fête des familles et qu'ils ont voulu honorer certains vieux couples, eh bien, on a été retenu pour représenter notre paroisse, c'est-à-dire Gorée. Ces 50 ans, on les a fêtés avec nos enfants, nos noces d'or avec nos enfants, et maintenant on les fête dans le pays qui nous a accueillis il y a 50 ans, et vraiment ça fait chaud au cœur. Depuis la création du Saint-Pec par les évêques du Sénégal en 1964, le pèlerinage est biannuel. Il sera désormais annualisé à la demande des fidèles. Une fréquence qui a un coût, puisque les pèlerins ont dû dépenser 2 500 000 francs CFA chacun pour avoir la chance de marcher sur les pas de Jésus-Christ.
7e édition de la nuit de prière du renouveau charismatique catholique de la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Dakar, appelée le Messie. Lesquels ont prié le Seigneur sous le thème du Fiat, que ta volonté soit faite en latin. Les enseignements ont été apportés par Monseigneur Benjamin Ndiaye, évêque de Kaolack. Philomène Constance. Une récitation du chapelet pour invoquer l'intercession de la Sainte Vierge, puis des louanges animées par le ministère chant pour acclamer le Tout-Puissant. Comme cela, le renouveau charismatique, le Messie renoue avec sa traditionnelle façon de préparer le cœur des fidèles à la prière afin de mieux recevoir la parole de Dieu. Chers membres du groupe paroissial de Renouveau, le Messie, à travers cette activité, vous nous donnez une fois de plus l'occasion de veiller et de prier en compagnie du Seigneur en ce temps de l'Avent. Et il est heureux que nous soyons ici. Je voudrais alors, au nom de toute paroisse, vous remercier pour ce grand rendez-vous spirituel et fraternel qui figure désormais en bonne place dans le calendrier de vos activités annuelles. Cette présente édition célébrée en ce temps de l'Avent honore la Sainte Vierge Marie, celle qui a su rester constante à Dieu et qui, par sa foi, symbolise le Fiat. Le Christ est l'Amen de Dieu, le oui de Dieu. Il n'y a pas de duplicité en lui. Son oui est total, entier, sans ambiguïté aucune. Un fiat de clarté et de transparence dans son adhésion à la volonté de Dieu. À la suite de cet enseignement riche et révélateur, les fidèles ont sillonné les rues de Dakar Plateau avec la procession mariale. Une manière de demander à la Vierge Marie de marcher auprès des fidèles catholiques, d'être leur espoir et leur joie et de leur donner le Sauveur. Football, deuxième journée de la Ligue 1, deuxième fête du Jaraaf de Dakar. Les Médinois se sont inclinés devant les Douaniers, 1-0. Dans le même temps, le derby entre Niary Tally et l'US Ouakam s'est soldé sur un score nul. Match joué hier au stade Demba Diop. Point d'orgue de cette deuxième journée de Ligue 1 de football professionnel, le duel entre l'US sportif de Ouakam et NGB Niary Tally Grand Dakar Biscuiterie. Une rencontre de haute facture entre deux équipes qui se sont bien illustrées au cours de la première journée. Une première période âprement disputée. 0 but partout à la pause. Les premières minutes de la deuxième mi-temps sont wakamoises. Les coéquipiers de Pabla Ndiaye dominent, mais manquent de réalisme. Les Galactiques laissent passer l'orage, ils ratent de peu d'ouvrir le score. Au terme du temps réglementaire, les deux équipes se quittent dos à dos sur un score nul vierge. Quand l'adversaire reçoit alors que tu prends un point, c'est comme en déplacement. Quand tu prends un point, je pense que c'est à mettre dans notre compte. C'est très bon point, hein? Très bon point, ça il faut l'avouer. On avait la chance de pouvoir scorer, mais malheureusement ça ne s'est pas produit comme ça. Bon, il faut refaire et essayer de prendre des points sur les matchs à venir. En levée de rideau, les Gabous ont pris le dessus sur les Verts blancs de la Médina, 1 but à 0. But inscrit à la 49e minute par Sori Keita. Le Jaraaf de Dakar enregistre ainsi son deuxième revers du championnat. À Ziguinchor, le choc Casa Sport AS Pékin s'est soldé par un match nul vierge. Il s'agit du deuxième match nul de l'AS Pékin en autant de sorties et du premier match nul du Casa Sport après sa défaite de la première journée. Abdoulaziz Ban. À Kolda, le Casa Sport n'a pu faire mieux qu'un match nul. Une rencontre très ouverte entre les deux formations, même si le Casa Sport s'est procuré beaucoup d'occasions. Ses attaquants n'ont pas pu faire trembler les filets, des buts gardés par BTC. L'AS Pékin contraint le Casa au match nul, 0 but partout. On a respecté le conseil du coach. On voulait les 3 points, mais l'essentiel, on a pris un point. L'essentiel, c'est un bon résultat. Casa, Pékin, ce ne sont pas des matchs faciles.
Nous, on savait qu'on va jouer un match difficile. L'AS Pékin va rester derrière. Nous, on le savait. Donc on a joué pour essayer d'avoir la victoire. Mais le match nul aussi, c'est pas mal. En conférence de presse, les deux entraîneurs ont analysé la partie, des regrets du côté du Casa et un bon point pour Pékin. Il fallait pour nous en tout cas gérer ce déplacement-là et faire du mieux possible pour entrer avec un point. Tout compte fait, nous avons réussi la mission. Elle n'a pas été facile, je l'avoue. Nous savons que jouer le Casa Sport à domicile dans son fief, c'est toujours très difficile. Des regrets, parce que moi j'ai toujours dit dans un championnat, c'est à l'instar d'un chasseur qui va en brousse. Il faudrait que dans un championnat, chaque journée que vous marquez des points, à savoir soit c'est une victoire ou c'est un match nul. Et à domicile, impérativement, il faut prendre les 3 points. Il faut marquer les 3 points parce que pour être véritablement un champion, il faut engranger le maximum de points à domicile. Ce match a été aussi le premier à domicile du Casa Sport sous l'ère Seydou Sané, le nouveau président du Casa Sport. Taekwondo championne d'Europe et médaillée olympique à Londres en 2012, la franco-canadienne Marlène Arnois est à Dakar pour réaliser un rêve, découvrir le Sénégal et sa culture, mais aussi et surtout pour des projets humanitaires. Sensei Yatmalo est allé à la rencontre d'une combattante exceptionnelle. Marlène Arnois, franco-canadienne, taekwondiste hors pair, championne d'Europe et médaillée de bronze au JO de Londres en 2012, est tombée sous le charme du pays de la Teranga, le Sénégal. Je suis heureuse et j'ai juste hâte de découvrir, de partager et de vivre une nouvelle expérience. Et il y a plein de choses à faire et je trouve que l'Afrique c'est jeune, il y a un potentiel de développement énorme, il y a plein de choses à mettre en place, il y a plein de choses à construire et j'ai plein de choses à apprendre également. Donc je trouvais que c'était parfait. Donc j'ai pris l'avion et je suis venue au Sénégal, j'ai atterri et je suis en bonne compagnie depuis. Avec un pincement au cœur, il nous a aussi raconté ses problèmes avec la Fédération française de taekwondo. Et malheureusement, la France, ils ont pas... En fait, j'ai voulu recombattre pour le Canada, mon pays d'origine, après avoir amené une médaille à la France suite à une naturalisation. Et la France, ils n'ont pas accepté de me libérer et de signer mon transfert, ce qui me permettait de représenter et d'aller chercher une médaille olympique en 2016. Donc sur ce, j'ai décidé de prendre ma retraite et de m'impliquer différemment et de m'investir auprès des jeunes, d'encourager Bala qui ramène sa médaille. Contente d'être à Dakar, elle n'a pas manqué de parler de son ami Bala Dieye. C'est un grand champion. Et ce que je peux dire aussi, c'est qu'il y a eu Anthony Obama qui était de passage, il y a eu moi. Donc ça fait 2 médailles olympiques. Et on dit jamais 203. Et la prochaine, elle est là, avec Bala. Et je pense qu'il a toutes les capacités pour aller chercher une médaille olympique parce qu'il est déjà double médaillé mondial. Et la différence entre la médaille mondiale et la médaille olympique, c'est que pour être médaille mondiale, il faut être fort. Médaille olympique, il faut être un grand champion. C'est quelque chose que tu incarnes, une force. Et Bala, il l'est. Et j'ai vraiment hâte en 2016 et je vais pas le lâcher, je vais l'encourager jusqu'à ce qu'il monte sur la plus haute marche du podium et qu'il fasse résonner l'hymne national. On ne peut que lui souhaiter un bon séjour au Sénégal. Du taekwondo avec quelques cours de golf. Ceci met fin à cette édition, mesdames et messieurs. Merci encore une fois de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise.